Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. L'actualité sur Géopolis Télévision, bienvenue à tous et voici le sommaire. Marche ce lundi 28 octobre des enseignants pour revendiquer leur paiement de salaire et le respect de leurs droits. Ils ont exprimé leurs préoccupations quant au risque d'une année blanche. Plus de détails dans cette édition. Et puis démantèlement du marché informel du rond-point Pompage dans la commune de Ngaliema. Une opération orchestrée par le commandant de la police de la ville de Kinshasa pour rétablir l'ordre public. Et à l'international, selon les prévisions actualisées d'octobre 2024 du FMI, le pouvoir d'achat en Afrique subsaharienne devrait atteindre l'équivalent de 15 $ par jour et par habitant, mais cela risquerait d'être anéanti par la répartition inégale des revenus et la fuite des capitaux. Commençons avec cette information que j'ai annoncée au sommaire. Après une grève bimestrielle, les enseignants ont marché dans les rues de Kinshasa pour revendiquer le paiement de leur salaire et le respect de leurs droits à partir du siège du syndicat des enseignants à Bongolo dans la commune de Kasavubu. La marche a été interrompue par la police au niveau du stade de martyrs de Kinshasa. Les enseignants ont également exprimé leurs préoccupations quant au risque d'une année blanche. Giscard Tamba et Maris Boleli étaient sur le terrain pour fournir plus de détails. Parti du siège du syndicat des enseignants dans la commune de Kasavubu à Bongolo, les manifestants qui devaient se rendre au palais du peuple ont été interrompus par les forces de l'ordre au niveau du stade de martyrs de Kinshasa. Les enseignants, à l'origine de cette marche, revendiquent la mise en œuvre de l'accord de Bibois et dénoncent surtout le non-respect des engagements du gouvernement envers leur profession, notamment en ce qui concerne leur salaire. Cela fait près de 2 mois depuis la rentrée scolaire qu'ils sont en grève sans, disent-ils, de réelle réaction du gouvernement. 500 $ pour rien. 500 $. Une année blanche semble désormais se profiler pour le gouvernement s'il est incapable d'apaiser les tensions. Vous soyez intellectuel, mais comment vous pouvez négliger quelqu'un qui a fait que vous soyez quelqu'un dans la vie? Être enseignant au Congo, c'est mourir tous les jours. Nous, enseignants congolais, nous ne sommes pas en mesure de louer une maison à 2 chambres. Nous dormons avec nos enfants qui sont grandis. C'est parce que nous n'avons rien. Nous sommes des malheureux. Mais ailleurs, les enseignants occupent la première place. Pourquoi au Congo, un pays riche? La richesse du Congo, ce n'est qu'un poignard de gens qui en bénéficient. Nous sommes des malheureux. L'éducation, dit-on, est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Une réponse adéquate de la part du gouvernement est donc vivement attendue pour résoudre le problème lié à cette grève. D'une marche à une autre, pas tendue cette fois, pour marquer la clôture d'Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, le ministère de la Santé a organisé le dimanche 27 octobre une marche de santé visant à sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie. Dans Mon Mat nous en parle. Le dimanche 27 octobre, la primature a été le point de départ d'une marche de santé marquante organisée pour clore Octobre Rose,
le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Vêtu de blanc et parfois de rose, un monde fou s'est rassemblé pour cette cause importante, témoignant de l'engagement collectif de la société face à cette maladie qui touche tant de femmes. Parmi les participants, on pouvait distinguer la première ministre Judith Suminois, la ministre de la Recherche scientifique, ainsi que le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Ce dernier a souligné la détermination du gouvernement à lutter contre le cancer du sein. Le cancer, notamment celui du sein, c'est un problème vraiment majeur de santé publique. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la prévention, notamment à travers le dépistage précoce, et a encouragé tous les participants à se faire dépister régulièrement. Cette marche permet que le monde entier, que le Congo entier apprenne que le gouvernement est sensibilisé et il veut aussi sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic du cancer. La première ministre, dans son discours, a évoqué les sentiments d'espoir et l'engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. Le docteur Kamba a également précisé que le gouvernement travaille à rendre des soins abordables en commençant par la prise en charge gratuite et des médicaments contre le cancer du sein. De plus, il a annoncé des initiatives en cours, notamment la construction d'un centre de prise en charge du cancer. Cette marche n'était pas seulement un événement symbolique, mais un appel à l'action collective. Elle a permis de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux du cancer du sein, rappelant que chaque individu a un rôle à jouer dans la lutte contre cette maladie. Restons sur le chapitre de la santé au cours de la réunion hebdomadaire de ce lundi 29 octobre. Il a été noté une baisse significative de cas de mpox en RDC. 603 cas suspects ont été détectés contre 688 la semaine précédente avec 22 cas confirmés dont 20 dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, la campagne de vaccination a pris fin dans 3 provinces tandis qu'elle se poursuit dans 3 autres à Kinshasa. À des sites spécifiques, notamment les prisons et Pakadjouma, ont été ajoutés pour élargir la couverture. À ce jour, 47 547 personnes ont été vaccinées, atteignant 103,5% de l'objectif. Pour plus de détails, je vous laisse suivre Christian Ngandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, au micro de Domomat. Ce que nous devons retenir pour cette réunion, c'est que nous sommes partis à une tendance à la baisse de la notification hebdomadaire et aussi une tendance à la baisse de la létalité pour l'ensemble du pays, avec bien sûr des disparités par province. Nous avons aussi, comme point saillant toujours, effectué les descentes sur terrain en cascade, des équipes d'intervention rapide par niveau, pour aller appuyer les actions au niveau local, au niveau des zones de santé. Et cela a commencé avec Kinshasa, où les équipes ont été déployées dans les prisons, ont été déployées aussi dans les communautés alimentées. Ailleurs, ça va se poursuivre pour essayer d'appuyer les actions que les communautés, les zones de santé, les provinces font. Et cette activité va se répandre dans le reste du pays. Ça, ce sont les points les plus importants. Et aussi les aspects des financements innovants comme des financements Fonds mondial, des financements avec les Pandemic Fund qui ont été aussi on a porté à la connaissance de tous les membres du comité stratégique de coordination les informations en rapport avec ces financements très importants qui vont contribuer à rendre efficace la réponse. Dans un tout autre domaine, le professeur Dadi Saleh a exprimé son point de vue sur la nécessité de passer d'une constitution de belligérance à une constitution du développement. Il réagit à la perspective de réforme constitutionnelle émise par le président de la République, soulignant que l'attention devait être focalisée sur la lutte contre l'ennemi au Nord Kivu. Patrick Ilunga l'a interrogé à ce sujet. Pour l'instant, j'estime effectivement que les changements de la Constitution n'étant pas la priorité, même si c'est la loi effectivement mère, ou nous, c'est une loi effectivement, une Constitution de belligérance, ça fait très longtemps. Nous avons demandé que cette Constitution de belligérance puisse passer à une Constitution de développement,
parce que cette constitution a été non seulement élaborée par les néocolonialistes depuis très longtemps, suivie par, encore une fois, les Rwandais eux-mêmes. Il faut une constitution élaborée par le peuple congolais lui-même. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment dans ces circonstances précises. Si le chef de l'État peut rester au-dessus et que ça nous évite des interprétations de vouloir avoir des troisièmes mandats, c'est ce que les gens semblent retenir, vouloir avoir des troisièmes mandats plutôt que résoudre des problèmes existentiels, des problèmes fonctionnels de la République démocratique du Congo, alors là, ça ne marchera pas. Je ne suis même pas personnellement d'accord avec une tentative d'avoir des troisièmes mandats sous le format du changement de la Constitution. Donc, le chef de l'État doit être un peu plus clair et permettre à ce que nous puissions nous occuper de l'essentiel du peuple congolais plutôt que essayer de rentrer encore une fois à des intérêts un peu personnels. Il peut être le garant de la révolution politique, économique et culturelle de la République démocratique du Congo et je pense que les Congolais ne l'oublieront jamais dans ce sens-là. S'il fait l'inverse, il entrera dans l'histoire de la République démocratique du Congo sous des casquettes. Il peut faire aussi 32 ans, mais il entrera dans l'histoire de la République démocratique du Congo sous des casquettes que beaucoup de gens connaissent. Merci. Qui concerne l'ordre public, le marché informel du rond-point Pompage situé dans la commune de Ngaliema a été démantelé ce lundi 28 octobre 2024. Cette opération a été orchestrée par le commandant de la police de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui était accompagné du bourgmestre de la commune. Domomat et Rachel Misenga ont réalisé le reportage. Le lundi 28 octobre 2024, la police a procédé à l'évacuation du marché pirate situé au rond-point Pompage dans la commune d'Ngalema. L'opération dirigée par les commandants de la police de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, en présence du bourgmestre local, vise à nettoyer cet espace des activités illicites, à assurer la sécurité de vendeurs qui exposaient leurs marchandises à même le sol et à fluidifier la circulation. Les commissaires a également précisé que les mesures préventives sont mises en place pour éviter toute récurrence de ces phénomènes. Ce marché pirate vient d'être évacué et nous laissons des dispositions pour qu'elle ne puisse plus exister. Cela va nous permettre aussi la fluidité, va nous permettre que les usagers de la route respectent les sens giratoires ici, tel qu'est prévu par la CNPR. Du côté de la population, l'action a été bien accueillie. Cependant, les habitants soulignent le manque de marché formel pour approvisionner les différents quartiers riverains. Dieu merci, Maï Banzi Luanga, le bourgmestre de Ngaliema, a confirmé que des démarches sont en cours pour doter de vendeurs d'un marché moderne à l'espace Molokai après l'indemnisation de propriétaires. Il y a déjà une lettre que nous avons écrite au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous voyez derrière la localité Molokai, il y a cet espace-là est toujours inondé lorsqu'il y a augmentation de pluie, d'olivienne ou torrentielle. Alors on a proposé que ces gens-là soient expropriés. Et derrière la police ici, qu'on puisse construire un marché moderne. Comme le gouvernement va mettre un peu de moyens, s'il met certainement des moyens consistants, cet endroit, on peut aussi les rendre viables et pour que nos mamans puissent vendre avec beaucoup de sécurité. Comme le général vient de le dire, la voie publique, ce n'est pas l'espace où de le déboucher ou un marché, mais c'est un endroit très sensible et très délicat parce que vous le savez, nous sommes sur une pente, c'est-à-dire que le véhicule qui vient de la route soit là, ils peuvent aussi avoir des systèmes de freinage qui sont très compliqués et ça peut ramasser plusieurs mamans ou plusieurs vendeurs. Il est important de rappeler que les nombreuses communes de Kinshasa ne disposent pas de marchés construits par les autorités. Cela pousse de nombreux commerçants à exercer sur le voie publique, parfois dans les endroits dangereux, comme le fut le cas du marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Créé autour de câbles électriques de la SNEL, il a été détruit après que 26 personnes ont été électrocutées à la suite d'une pluie. En parallèle, les Itouriens commencent à revenir en masse dans la chefferie de Babao Bokoé, en territoire d'Irumu. Les activités commerciales et scolaires reprennent leur cours normal et des routes autrefois impraticables sont désormais réhabilitées selon la presse militaire de l'Itourie. Avant l'état des sièges dans cette zone, personne, et alors personne,
ne pouvait y fouler ses pieds il y a quelques années à cause de l'activisme des groupes armés. Ces marchés construits favorisent aujourd'hui la cohésion sociale entre Hema, Lendu, Bira, Alour et même Nandé. Je vends les haricots. Nous achetons ici et revendons sur place. Ce sont les Lendou qui nous les amènent. Nous faisons le commerce pour la survie de nos enfants. J'appelle les autres à venir ici au marché de Mwanga. Auparavant, après 30 minutes, on devrait fuir à cause des coups de balles et c'était vraiment triste. Maintenant, nous sommes en sécurité totale. On n'a plus les crépitements des balles, moins encore des fuites et tempestives des populations. Nous sommes contentes pour la sécurité. Ici, nous évoluons sans problème. Les produits s'achètent, s'écoulent sans problème. Il n'y a pas de discrimination ici à Mwanga. Que les gens viennent. Il n'y a pas de mauvaises choses ici, réellement, nous sommes vraiment dans la paix ici. Cet espace est un véritable lieu aujourd'hui de fréquentation mutuelle et les vivre ensemble, un souhait ardent du lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni accompli à ces jours. Ici, les marchés, tout évolue bien. Les gens proviennent de Lipri, Nyangarai, Kato, en tout cas les gens viennent. Même ceux qui attendent de l'autre côté vers Kolomani, Ndibé, Cité, Lukapa, partout, ils viennent ici. En tout cas, tout évolue bien. On a construit 3 encars, mais il y a plusieurs personnes. Nous souhaitons qu'on puisse en augmenter, même 6. Ce sera bon. Pour atteindre ces villages, c'était un calvaire, mais aujourd'hui, les routes sont réhabilitées. Des écoles fonctionnent en plein régime spécial dans ce chef-lieu des groupements Baboulogu. Ces actions prouvent à suffisance que l'autorité de l'État est déjà rétablie dans cette partie de la chefferie des Babo Abokoé en territoire des Oumou, désormais pacifié. Dans le domaine sportif, l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo continue d'accumuler les défaites, enregistrant une 5e défaite consécutive lors de leur dernier match amical contre l'Ouganda ce dimanche 27 octobre 2024. Cette série préoccupante soulève des questions sur la préparation des Léopards dames à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Malgré un début de match prometteur, les Congolaises ont finalement perdu 1-2 face à une équipe ougandaise qui a su capitaliser sur ces occasions. Flavin Mawete, attaquante évoluant en Suède, a marqué le seul but congolais à la 61e minute. Toutefois, cette réalisation n'a pas suffi à relancer l'équipe qui a vu l'Ouganda revenir en force pour s'imposer. Ces revers met en lumière des lacunes à corriger tant sur le plan offensif que défensif à quelques mois du grand rendez-vous continental. Les Léopards dames auront une nouvelle opportunité de redresser la barre lors d'un match retour contre l'Ouganda le 30 octobre. L'enjeu de cette rencontre sera crucial pour retrouver confiance et cohésion avant la CAN. Les supporters congolais, inquiets mais toujours présents, espèrent voir leur équipe se ressaisir et montrer un visage plus combatif pour aborder la compétition avec beaucoup de détermination. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons aller en dehors de nos frontières. Selon le rapport sur la compétitivité de l'économie camerounaise publié par le comité de compétitivité, le Cameroun s'est classé 4e pays exportateur de cacao avec 7,6% des parts du marché mondial en 2023. Ce classement marque un gain de 2 places par rapport à l'année précédente. C'est bon, il dit à une augmentation de 12,7% des exportations de cacao par rapport à 2022. Le cacao camerounais a principalement été exporté vers les Pays-Bas à 73,8%, la Malaisie 9,4%, l'Indonésie 8% et la Turquie 3,2%. D'après les rapports sur les commerces extérieurs du Cameroun en 2023 de l'Institut national de la statistique, le pays a exporté 180 095 tonnes de fèves brites, soit 55
55 445 tonnes de moins qu'en 2022, générant ainsi un peu plus de 359 milliards de francs CFA. Ces chiffres représentent une hausse de 12,9% des revenus d'exportation en glissement annuel et constituent 12% du total des recettes d'exportation du Cameroun en 2023. L'augmentation des revenus liés à ces exportations est principalement attribuée à la hausse de 21,2% du prix du cacao sur les marchés internationaux, due à une baisse de la production dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et troisième exportateurs mondiaux en 2023 avec 33,7% et 11,2% des parts des marchés. Et puis, selon les prévisions actualisées d'octobre 2024 du FMI, la richesse créée en Afrique subsaharienne à parité de pouvoir d'achat devrait atteindre l'équivalent de 15 $ par jour et par habitant en 2025. Cependant, la répartition inégale des revenus et la fuite des capitaux menacent d'annihiler ces effets positifs. Suivez. Ces chiffres se basent sur une projection de produit intérieur brut par habitant à parité du pouvoir d'achat de 5 533 $ par an en 2025. Ces derniers est en nette amélioration par rapport aux 5 161,6 $ prévus en avril 2024. En outre, il s'agit de la 8e progression annuelle consécutive de cet indicateur depuis 2017, signe que la création des richesses dans la région suit une dynamique positive malgré les nombreux défis à relever. Ces montants de 15 $ par jour ajustés selon le pouvoir d'achat montrent ce qu'une personne moyenne de la région pourrait consommer en théorie. Le PPA permet de comparer ces montants avec ce que l'on pourrait acheter aux États-Unis ou dans une autre économie de référence en tenant compte de différences des coûts de la vie dans chaque pays. Ces chiffres contrastent fortement avec l'image courante d'une Afrique subsaharienne où une majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette estimation est une moyenne. La richesse produite n'est pas uniformément répartie et une part importante de la population ne bénéficie pas de cette amélioration de manière tangible. Si l'augmentation sur une base absolue du pouvoir d'achat par habitant est un signe encourageant, elle doit encore faire face au défi central de la répartition de richesses. La structure actuelle de l'économie subsaharienne, marquée par une prédominance des investissements étrangers sur les secteurs clés et une taxation inéquitable, limite les bénéfices de cette croissance pour les populations locales. Un autre facteur clé de cette répartition inégale est la structure économique de la région. Environ 56% de la population active en Afrique subsaharienne travaille dans l'agriculture, un secteur où la richesse créée est souvent faible. La plupart des exploitations agricoles produisent des cultures vivrières destinées à l'autoconsommation, ce qui limite les gains monétaires directs pour le producteur. De plus, le prix des cultures de rente sur les marchés internationaux comme le cacao ou les cafés reste relativement bas, réduisant encore le revenu des agriculteurs. Pour soutenir cette transformation, les pays d'Afrique subsaharienne bénéficient de plusieurs programmes d'assistance du FMI et d'autres bailleurs de fonds. Ces initiatives permettent au gouvernement de poursuivre des projets d'infrastructure et de développement tout en assurant les remboursements de leurs dettes. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse où l'un des sujets majeurs est la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. La référence plus rapporte révision constitutionnelle, l'UDPS s'en réjouit, l'opposition crie à la trahison, la Senko s'est dit confiante et préoccupée. Augustin Kabouya affirme que personne n'a le droit d'intimider l'UDPS sur cette voie. Il a également insisté sur le rôle central de son parti dans la promotion des valeurs démocratiques et a appelé à un dialogue constructif pour relever les défis socio-économiques du pays. Monseigneur Donatien Chollet a déclaré de son côté que, pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet et a rappelé une récente rencontre avec les chefs de l'État où les évêques ont exprimé le besoin de prudence. Il a indiqué que le chef de l'État a très bien réagi en disant d'abord que ce n'était pas une question pressante, mais a aussi reconnu que l'évolution de la chose est un peu préoccupante.
Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, a accusé le président Tshisekedi de rompre son serment d'investiture en soulignant que la volonté clairement exprimée par le président de réviser la constitution est inacceptable. Martin Fayoulou a quant à lui, selon Forum des As, affirmé sur Twitter « Je serai devant et je veux lui barrer la route avec le peuple », réitérant que rien ne doit être touché dans notre constitution. Dans un éditorial des Géopolis Hebdo, Adam Mwenameji estime que le débat actuel s'est fait sur base d'arrière-pensées qui pourraient nuire au fonctionnement démocratique. Il a averti que cela pourrait conduire à des politiques publiques opaques basées sur des intérêts particuliers plutôt que sur l'intérêt général. Toujours à propos du débat sur la constitution, mais sur un registre plus léger, Africa News rapporte un incident viral sur les réseaux sociaux X, ex-Twitter. Jacques Joly, rapporteur du bureau de la Chambre basse du Parlement, s'est laissé entraîner dans l'injure et le propos xénophobe au pilote qui lui demandait d'arrêter de manipuler l'opinion après avoir affirmé que la constitution de 2006 a atteint la maturité, prétendant qu'il n'était pas différent des crétins, des limités. Le député national a répliqué par « Tu ne comprends rien, petit con des Grecs ». Révision n'est pas synonyme de changement de constitution. Des propos condamné par plus d'un. En matière de santé publique, Info 27 annonce que le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a déclaré que le nombre de cas de mpox et de choléra connaît un décrescendo sensible. Le ministre a également précisé que la couverture vaccinale nationale a atteint 20 960 personnes, représentant 45% de la cible. Toujours à propos de l'mpox, Tempête des Tropiques signale que le Centre allemand de contrôle des maladies a déclaré mardi qu'une nouvelle variante plus infectieuse du virus mpox avait été détectée en Allemagne pour la première fois. L'Institut Robert Koch a indiqué que la personne avait été infectée à l'étranger, mais n'a pas donné d'autres détails, notamment sur les lieux du traitement du cas. Enfin, la prospérité a relayé les annonces du président Tshisekedi concernant l'aéroport international d'Ndjili. Ce dernier a assuré que cet aéroport, premier point d'entrée du pays, sera réhabilité au premier trimestre de l'année prochaine avec des améliorations également prévues pour l'aéroport de Kavumu. C'est ainsi que se conclut cette revue de presse. Merci de votre attention et à demain pour d'autres informations. C'est avec cette revue de presse rendue par Domomat que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Mais avant de vous dire au revoir, je vous rappelle les différents titres. Marche ce lundi 28 octobre des enseignants pour revendiquer leur paiement de salaire et le respect de leurs droits. Ils ont exprimé leurs préoccupations quant au risque d'une année blanche. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Démantèlement du marché informel du rond-point Pompage dans la commune de Ngaliema. Une opération orchestrée par le commandant de la police de la ville de Kinshasa pour rétablir l'ordre public. Et à l'international, selon les prévisions actualisées d'octobre 2024 du FMI, le pouvoir d'achat en Afrique subsaharienne devait atteindre l'équivalent de 15 $ par jour et par habitant, mais cela risquerait d'être anéanti par la répartition inégale des revenus et la fuite des capitaux. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Au revoir et à la prochaine.